Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vibe avec ton enfant intérieur. Je suis Valérie, ton hôtesse, et je suis accompagnée de mon enfant intérieur qui est là et qui te salue et qui est ravi d'accueillir également son invité avec son enfant intérieur. Ça fait du monde dans ce podcast. Pour un nouvel épisode où, comme tu sais, on va aller explorer, on va aller découvrir l'univers et la relation de notre invité avec son enfant intérieur pour mieux nous comprendre, pour mieux nous accepter, pour mieux nous aimer. Cette femme, je l'ai rencontrée comment ? Déjà, je l'ai rencontrée l'année dernière, mais bon, l'année dernière, c'était, pour information, le podcast s'est enregistré le 6 janvier, donc quand tu vas l'écouter, ça sera sûrement au mois d'avril ou un truc comme ça, mais je l'ai rencontrée l'année dernière et on s'est connectés sur Instagram à la suite du podcast ou peut-être un live que j'avais fait avec Amel de Spiritualista. Tu m'as recommandé des bouquins. Okay. Et ensuite on a commencé à parler de Dakar, et ensuite tu m'as dit que tu faisais, alors je sais pas si c'est exactement dans ce sens-là, mais que tu faisais de la psychogénéalogie, et j'étais en mode oh waouh c'est trop bien, etc. Bref, et donc ça a connecté, et tu es venu à un des cercles fusion que j'ai organisé à Meizo avec K, donc Smaïtaoui plus ce cercle Vibe avec ton enfant intérieur, et depuis on ne se lâche plus. Comment est-ce que tu vas, Hélène, aujourd'hui ? Ça va bien, merci. Ouais. Et toi ? Ça va super Ouais. bien. Je suis à fond. Je commence toujours ce podcast par la même question. Hélène, qui es-tu en ce moment ? Je suis celle que je dois être à ce moment-là. Dans le sens où en fait, j'évolue au quotidien, en permanence, et si je suis là aujourd'hui à faire le podcast avec toi, c'est que je devais être là à ce moment-là. Donc je suis mon chemin, je suis dans le mouvement, et quand je suis là, je suis vraiment là, et c'est vraiment moi. Voilà, je pense que ouais, je suis exactement celle que je dois être au moment où je te parle. Et comme j'aime pas trop me définir par rapport à mon nom ou ma profession ou ma situation familiale, ouais, je pense que je suis vraiment exactement celle que je dois être maintenant, quoi. Voilà. Ok. Qu'est-ce que ça t'a fait quand je t'ai proposé de participer au podcast sur l'enfant intérieur ? Qu'est-ce que ça a réveillé ou révélé ? Le premier truc que je me suis dit, tu sais, le syndrome de l'imposteur, tu vois. Genre, mais pourquoi elle fait ça ? Elle est folle, oui, je te confirme. Ça va pas, enfin, tu vois, Et après, je me suis dit que, en fait, la parole, en fait, tout le monde a droit à la parole parce que tout le monde a son chemin de vie, tout le monde a sa vie, et qu'en fait, aucune vie est plus importante qu'une autre, aucun traumatisme n'est plus traumatisant qu'un autre, et je me suis dit qu'en fait, je pouvais aussi partager des choses, que j'ai aussi un parcours qui fait que je peux partager les choses. Et aussi, je me suis dit que c'était une jolie synchronicité parce que je trouve que ça arrive à un point nommé dans mon parcours d'évolution, en fait, après avoir un peu débroussaillé, tu vois, avec la psychogénéalogie, la famille, le transgénérationnel, le fait que il y a des traumatismes qui se sont liés, le fait de rendre à chacun sa responsabilité, ça m'a permis, en fait, à un moment donné, de me dire, ok, mais derrière tout ça, en fait, c'est qui la petite Hélène ? Et comment tu veux lui donner la main, et comment tu as envie qu'elle soit au quotidien avec toi. Et du coup, ouais, ton invitation au podcast, ça m'a fait me dire, ouais, c'est pas pour rien, en fait, il faut que tu y ailles. Ça y est, maintenant, il faut que tu y ailles. Va te reconnecter profondément à toi. En parlant de cette petite Hélène, est-ce que tu peux nous la présenter ? Qu'est-ce qu'elle aime faire ? Comment est-ce qu'elle s'appelle, donc la petite Hélène, a priori ? C'est quoi sa vibe ? Alors, la petite Hélène, c'est marrant parce que je me la représente à 2 âges, mais presque en superposition l'une de l'autre, tu vois. Mais dans ma tête, elle a, je dirais, 5-6 ans.
Euh, et elle joue beaucoup dans sa chambre. Et en fait, elle joue beaucoup à la réalité. C'est une petite fille qui... J'ai pas l'impression d'avoir été une enfant qui, euh, qui partait dans son imaginaire en jouant. Je me rappelle partir dans mon imaginaire avant de m'endormir, mais pas en jouant. Je suis une enfant qui est la dernière d'une fratrie, on est 5. Et je suis là vraiment petite dernière. D'accord. J'ai 8 ans avec ma sœur qui est juste au-dessus de moi et 18 avec ma première. D'accord. Donc je suis vraiment la toute petite et qui évolue dans un monde d'adultes, du coup, mais qu'on laisse dans un monde d'enfants. Et en fait, très vite, ça crée une dissonance, en fait. Quand je repense à moi petite, je trouve une dissonance, en fait, entre ce que je pouvais percevoir de ce qu'il y avait autour de moi et de ce qu'on m'expliquait. Voilà, c'est une petite fille qui est très, très, très empathique, déjà. Je me rappelle de ressentir les émotions des autres très très fort, tout le temps. Tu vois, je me rappelle d'une scène où je devais avoir peut-être 6-7 ans. Et c'était à l'époque où, je sais pas si tu te rappelles, la petite Marion qui avait disparu. Ouais, ça me dit quelque chose, ouais. Voilà. Et je me rappelle que je voyais des affiches partout et tout ça, et que ça me fendait le cœur. Et c'était à l'époque où on avait encore les téléphones filaires, tu vois. Et je me vois prendre... Je savais qu'il fallait pas trop que je le fasse. Je me revois prendre le téléphone et aller dans la chambre d'une de mes sœurs, tu vois, et composer le numéro que j'avais retenu pour appeler la plateforme et juste pour dire, en fait, aux parents que j'étais triste pour eux et que... Mais j'étais petite, hein, je devais avoir 6-7 ans. Et je me rappelle encore de ma mère qui ouvre la porte et qui me dit « Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais ça va pas ?» et qui raccroche. Et je me disais « Mais en fait... » je comprends pas. Enfin, moi, je voulais juste, montrer mon soutien. Donc voilà, c'est une petite blondinette avec un visage de poupée. Voilà. Et je pense que ça, par contre, c'est une étiquette qui m'a longtemps collée à la peau. Voilà. La poupée ? Ah ouais, la petite Qu'est-ce que blondinette parfaite, qui fait ses nuits rapidement, qui pleure pas, qui chouine pas, qui fait pas de caprices. Ouais, très rapidement, en fait, je suis rentrée dans une espèce de rôle, en fait, je pense. Est-ce que tu dirais que c'était une forme de piège pour toi, finalement ? Enfin, que Est-ce que tu es devenu l'enfant qui est parfait, ou est-ce que on a vu des choses sur toi et on les a projetées, donc tu t'es dit, bon bah du coup, comme c'est ce qui est attendu de moi... Non, c'était, ouais, clairement, c'était quelque chose qui était attendu de moi. Tu vois, pendant des années, je me suis dit, bon, après, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Je sais à quel point c'est dur d'être parent, en fait, maintenant. Qu'on essaie de faire de notre mieux et qu'en fait, il y a des fois où on se bat déjà avec ses propres démons internes ou avec ses propres peurs, ses propres frustrations. Et du coup, des fois, ouais, l'enfant ne prend pas sa pleine place parce que voilà. Donc, on va dire que j'en ai voulu à mes parents de pas m'avoir laissé ma place parce qu'en fait, j'ai très vite l'impression que j'ai dû tenir un rôle et c'était le rôle du bébé médicament en fait. J'avais ce rôle-là de maintenir en vie ma maman et donc du coup ça a vraiment, je pense, modifié. Je me rappelle en fait qu'il y avait vraiment un écart en ce que je ressentais à l'intérieur de moi et de ce que on pouvait dire de moi. Par exemple, tu vois, j'ai sauté une classe parce que j'ai appris à lire très jeune. Et on me disait que j'étais du coup très intelligente. Mais toi, tu le ressentais pas comme ça ? Ouais. Mais pas du tout. Par contre, j'avais une compréhension très très fine de ce qui se passait autour de moi, mais personne ne mettait les mots dessus. Mais par contre, en termes d'intelligence, je l'étais pas. Et du coup, ce qui a provoqué que quand j'étais à l'école, j'avais cette étiquette d'intelligente. Donc il fallait que j'arrive dans le top 3 des meilleures notes de la classe et qu'en fait j'y arrivais jamais parce que à l'école pure et dure j'étais pas bonne et ça a provoqué en moi des complexes quoi. Ouais, parce qu'en fait on parlait de l'intelligence
Parce qu'il y a plusieurs formes d'intelligence, il y en a au moins 7 ou 8, je crois. Et donc, du coup, on parlait de l'intelligence qui est voulue à l'école, mais l'intelligence que tu avais, qu'elle soit énergétique ou sensorielle, ou, tu vois, parce que t'as dit, j'étais pas intelligente. Si, t'étais juste pas, c'était pas cette forme Comment on d'intelligence-là, l'attendait. c'était pas ton langage principal, quoi. Exactement. Tu vois? Et ça a créé une vraie dissonance du coup. Parce que Mm. justement, moi, je ressentais beaucoup de choses déjà à l'époque, je voyais beaucoup de choses, j'étais vraiment connectée à qui je suis toujours d'ailleurs. Hein. Parce que cette petite fille, elle est toujours à l'intérieur de moi. Quand on me disait ce que je voulais, quand quand j'étais petite et qu'on me demandait qu'est-ce que tu voulais être et ce que je suis maintenant, même si j'ai pris des chemins parfois un peu farfelus, en fait, finalement, je suis toujours dans la même direction. Donc, je me connaissais déjà très très bien. Et à un Mm. moment donné, ouais, il y a des choses qui font prendre un peu un chemin différent. Mais je pense Tu que ouais, voulais, tu voulais faire quoi, du coup, quand t'étais petite? je voulais être Mère Teresa. Super job! Voilà. Je voulais être Mère Teresa ou un ange. Bon, autant te dire que l'ange, Waouh! je le suis pas. Mais Mère Teresa, tu vois, il y avait ce truc-là déjà à l'époque de me dire, ok, en fait, il y a euh, des personnes qui ont moins ou des personnes qui sont plus en difficulté et en fait va les aider quoi. Et bon finalement j'ai quand même été éducatrice j'ai été éducatrice très jeune. J'ai pu je crois en cinquième, tu sais, on te fait passer les tests pour savoir vers quoi tu vas t'orienter et tout. Bon moi c'était éducatrice spécialisée au psychologue, ça m'a jamais D'accord. quitté. Donc formation d'éduc. Après j'ai été éduc avec des enfants handicapés placés par l'aide sociale à l'enfance. Après, j'ai été éduque en foyer pour les jeunes filles et après pour les garçons. Et bon, finalement, au bout d'un moment, tu vois, le manque de libre adhésion, très très compliqué, parce qu'en fait, tu t'uses, tu te fatigues, c'est très violent, hein, c'est un univers qui est très très violent, le social, malgré tout. Mm. Et bon, je me suis orientée vers autre chose après, et puis ouais, il y a quelques années, je me suis dit, mais en fait, c'est ton essence. Tu as envie d'accompagner les gens, tu as envie d'aller vers les gens qui, à un moment donné, ont besoin d'un coup de pouce, qui ont besoin là. Et j'ai découvert la psychogénéalogie et ça a été incroyable, en fait. Tu C'était peux nous incroyable parler? parce que Oui. c'est les choses que je ressentais quand j'étais petite. Tu vois, la psychogénéalogie, c'est énormément découvrir les similitudes, aller enquêter dans un arbre généalogique pour voir ouais, les répétitions de mots, de prénoms, de métiers. Moi, c'est un truc que j'ai toujours fait, en fait. Tu sais, me dire, ah, Mm. mais je suis née telle date, j'habite à telle rue, c'est marrant, c'est le même chiffre, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelque chose que j'ai toujours fait. Et d'ailleurs, les gens sont toujours beaucoup moqués de moi, tu vois, quand je disais des trucs comme ça. Mm. Et, euh, et ouais, donc du coup, bon, finalement, tu vois, maintenant que je suis dans la psychogénéalogie, je me dis, ouais, ok, je suis toujours sur ma ligne directrice finalement. Finalement, ouais, Mm. j'ai eu raison de garder cette petite flamme de petite fille à l'intérieur de moi, parce que je sais où est-ce que je vais, malgré tout. Mm. Voilà. Dans quelle mesure est-ce que la psychogénéalogie, ça t'a permis de renforcer ou en tout cas euh, ouais, d'aider ta reconnexion avec ta petite fille intérieure? Mais en fait, je pense que c'est peut-être le propre de l'être humain. J'ai pas fait une étude dessus, mais bon, voilà. C'est qu'on a beaucoup de mal à prendre ses propres responsabilités, tu vois. Mm. Et moi, j'ai eu besoin à un moment donné, dans mon excès de colère en fait envers ma famille, en fait, de m'avoir positionnée dans cette position-là que j'ai. Euh, j'ai eu besoin en fait de me confronter à ça avec la psychogénéalogie pour trouver en fait un coupable Mm. à mes mots, tu vois. Et en fait, quand j'ai fait la psychogénéalogie avec donc après la personne qui m'a formée, je me suis rendu compte en fait que mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, etc., c'était aussi des humains, tu vois, et que Mm. ils avaient eux aussi leur façon de vivre leur traumatisme. Et du coup,
plus du tout été dans un truc de je suis en colère contre eux, je veux leur faire porter le poids de ce qu'ils m'ont transmis, mais c'était plutôt dans le style ok, je comprends, ça vous appartient, mais moi je vous rends votre traumatisme et moi je continue mon chemin en tant que Hélène en fait. Hélène qui appartient à cette famille, mais Hélène qui n'est pas cette famille en fait. Je ne suis pas porteuse de cette famille. Et du coup la psychogénéalogie, à un moment donné, le fait de dégager tout ce qui était autour de moi, tu vois, toute cette terre qu'on a mis sur ma petite graine en fait, je l'ai dégagée au fur et à mesure pour pouvoir pousser et me dire ok, Hélène, quand t'étais petite, ben t'as vécu ça, t'as eu cette relation-là avec ta mère, t'as eu à un moment donné un drame, ok. Mais toi, maintenant, quelle est ta part de responsabilité par rapport à cette petite fille? Tes parents, ils étaient ce qu'ils étaient au moment où ils étaient, et ça, on peut pas le changer, en fait. C'est arrivé, ça s'est passé, mais ça appartient à cet instant-là, en fait. C'était ce père, cette mère et cet enfant. Et ça, on peut pas le changer. Par contre, ce que je peux changer, c'est que moi, en tant qu'adulte, reconnaître mes propres besoins à ce moment-là, de petite fille, et lui dire, ok, en fait, sois cool, quoi. Sois calme. Je suis là maintenant. Je sais ce dont tu avais besoin. J'ai suffisamment travaillé sur moi pour être une adulte maintenant. Donc moi, l'adulte, en fait, je vais prendre ta main. Et la psychogénéalogie, je pense que c'est ce qui s'est passé. C'est que jusqu'à ce que je fasse de la psychogénéalogie, j'étais encore une enfant. Tu vois. Et le fait de m'être mise dans cette situation-là, ça m'a fait... Bon, bah, j'ai une petite fille, mais le fait d'avoir fait la psychogénéalogie, tu vois, ça m'a permis en fait de me donner naissance en tant que femme et en tant qu'adulte. Et du coup, maintenant, ouais, c'est plus un problème pour moi de ressentir certaines émotions. Tu vois, par exemple, l'insécurité, c'est une émotion que je peux ressentir. Ok, la psychogénéalogie, elle m'a appris d'où ça venait. Mais maintenant, moi, en tant que Hélène adulte, je lui prends la main à cette petite Hélène et je lui dis, ok, ça va aller. On est là, on est toutes les deux et ça va bien se passer. Ouais. Pour aller un peu plus en profondeur et de manière, ou plutôt de manière un peu plus concrète pour ceux et celles qui ne savent pas du tout ce que c'est que la psychogénéalogie et qui n'arrivent pas forcément à conceptualiser ce que ça veut dire en termes de travail, est-ce que tu aurais un exemple à nous partager des choses que tu as réalisées et dans quelle mesure est-ce que ça a eu un impact sur ta vie aujourd'hui? Alors, c'est vachement intime, hein. Tu réponds comme... Ou tu peux ne pas répondre. Tu peux ne pas répondre. Je réfléchis à comment l'amener parce que bon, comme toutes les familles, c'est une famille complexe. Mais si tu veux, dans notre famille, on est majoritairement des femmes. Pour te donner un exemple, ma mère aurait eu 11 petits-enfants, il n'y a que 4 garçons. Donc on est vraiment beaucoup de filles. Ma mère a eu 5 enfants, elle a eu qu'un seul garçon. Donc on est vraiment beaucoup de femmes. Et on a un rapport avec les hommes qui est assez chaud. C'est soit de l'opposition, soit des hommes très, très, très durs, tu vois, qui peuvent être très, très violents. Et je me disais, c'est fou quand même, d'où ça vient ce truc-là, tu vois, c'est pas possible, il doit y avoir un nœud, tu vois. Et en fait, quand j'ai monté mon arbre généalogique, je me suis rendu compte que ma fille était née le même jour que les enfants de ma cousine Germaine, du côté de ma mère. Okay. Et en fait, en remontant notre arbre généalogique, je me suis rendu compte qu'à la 5e génération au-dessus de nous, il y a une femme qui était née le même jour que ces 3 enfants-là et qui portait le même nom que ma fille. Waouh! Et ça, tu savais pas? Et je savais absolument pas. Oh my god! Et je savais absolument pas. Donc autant te dire le choc. Déjà, je savais même pas que ma cousine Germaine avait ses 2 enfants, parce qu'on n'a plus de lien. Je savais même pas que ces 2 enfants étaient nés le même jour que ma fille, 1 an avant et 1 an après, tu vois. Donc vraiment sur la même... en l'espace de 3 ans, 3 enfants sont nés ce jour-là, tu vois. Quand j'ai remonté mon arbre généalogique et j'ai retrouvé cette femme qui portait le nom de ma fille et la même date de naissance, je me suis dit, ah ouais,
Oh, Tu waouh. vois. Et donc, je te laisse imaginer que c'était dans les années 1850, quoi. D'accord. En Donc, France? en France. Hmm. Hyper compliqué, tu vois, d'aller chercher des réponses parce que bah comment tu fais, la personne n'existe plus, les textes c'est pas comme maintenant où c'est écrit à la machine à écrire et tout ça. Mais par contre, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en fait elle a eu un enfant, cette femme, dans l'espace de sa grossesse, son père et sa mère sont mortes et qu'elle s'est mariée seulement 2 ans après la naissance de son enfant, Hmm. et avec des noms genre tu vois dans le langage des oiseaux, genre Denis quoi. Et D'accord. Alors, Denis, qu'est-ce que ça veut dire? dans, Parce que moi. dans le langage des oiseaux, Denis, tu vois, c'est avoir deux endroits de nidation. Donc souvent, en fait, les Denis, c'est de l'adultère, tu vois. Il y a un truc Attends! adultérien. Attendez, hold on. On va mettre un Non, mais que disclaimer. tous les Denis ne se font pas, ne se passent pas. Je vais traumatisé tout le Oh monde. my god! Oh, that's deep! Wow! Ok. Très bien. Ok. Ok, vas-y, keep going. En fait, non, mais dans le langage des oiseaux, si tu veux, tu décortiques en fait souvent les mots et voilà, tu as des choses comme ça où bon là Denis c'est un nom de famille en l'occurrence hein, dans ma famille, mais voilà c'est souvent ouais il y a 2 lieux de nidation, donc ça peut laisser penser voilà qu'il y a eu une faute de couche ou etc. Et en fait moi je sais pas ce qui s'est passé avec cette femme là, mais par contre, j'ai fait alors ça s'appelle des actes symboliques dans la psychogénéalogie. C'est-à-dire que tu prends conscience de quelque chose, d'un nœud qui s'est créé clairement, qui s'est enquisté. Hein. Je pense qu'il y a eu un gros traumatisme. Et moi, en fait, j'ai écrit en fait à cette personne-là en lui disant, écoute, je sais pas ce qui t'est arrivé et je ne sais pas si je dois être triste, si je dois avoir de la peine. Et du coup, ouais, je lui ai écrit une lettre en disant, en fait, je comprends que ça peut créer un traumatisme. Mais en fait, c'est toi, c'est ta relation avec les hommes et c'est ton rapport. Et moi, je n'ai pas vécu ça. Donc en fait, je ne veux pas porter ce truc-là. Et je te le rends en fait. Je te rends ça. Donc c'est quelque chose que j'ai travaillé, parce que c'était lourd, hein, c'est quelque chose de travailler à plusieurs reprises. J'ai travaillé aussi et je vais continuer à travailler avec ma cousine, parce que dans l'autre côté, voilà, on a aussi des choses à rendre. Mais voilà, la psychogénéalogie, c'est qu'en fait, à un moment donné, on vit tous dans nos vies des événements qui peuvent générer un traumatisme, qui peuvent générer un secret, ou qui, d'apparence, ne peuvent avoir aucun impact. Et en fait, tu te rends compte que ce traumatisme-là, en fait, s'enquiste et se diffuse lentement, lentement, lentement dans la descendance. Euh, et à tel point qu'il y a des fois où tu as des gens qui viennent et puis qui disent bah, je comprends pas, en fait, tout va bien dans ma vie, mais ça va pas. Et en fait, en déconstruisant l'arbre, donc c'est pas pointer du doigt sa famille, tu vois, c'est pas tout envoyer valser et dire moi j'appartiens plus à cette famille. C'est pas le but de la psychogénéalogie. Le but de la psychogénéalogie, c'est de légitimer les traumatismes des ancêtres en leur rendant leur bagage pour reprendre son plein pouvoir et sa pleine place en fait dans sa famille. Et je pense que ça c'est très très important parce que bon, comme je te disais tout à l'heure, et puis comme on en avait parlé au cercle, tu fais partie d'un ensemble, mais tu n'es pas l'ensemble en fait. Ouais. Tu as ta part d'individualité et, tu as le choix en fait d'accepter ou de pas accepter un bagage. Moi, il y a des bagages que je veux plus accepter, et encore moins pour ma fille maintenant. Voilà, donc la psychogénéalogie, c'est ça. Et c'est aussi fort parce qu'en fait, des fois, tu te rends compte qu'il y a des choses qui étaient euh, pas insignifiantes, parce que jamais aucune aventure est insignifiante. Mais des fois, tu te rends compte que d'une petite chose, en fait, on en a fait un secret, et qu'en fait, ce secret, il prend une place Une proportion, ouais. ouais, importante. Et les faits d'aller faire, tu vois, une petite enquête et tout. Moi, je suis allée questionner un peu mon père, mes sœurs, machin. Ouais, tu sentais des fois, ouais, n'y va pas trop quand même. Tu vois, là, c'est un peu dérangeant ce que tu dis. Et puis d'autres fois où
bah ouais, en fait, je me rends compte que bah, moi aussi, ça me questionne. Bah tiens, je vais te sortir la photo de ton arrière-grand-père, et puis tu te rends compte que voilà. Et voilà, et les répétitions et tout ça, ça apporte, je trouve, beaucoup, et puis ça te permet de reprendre ta place en tant qu'individu. Putain, c'est puissant de fou. C'est ouf. Alors, plusieurs choses. Déjà, merci déjà pour le partage parce que je trouve ça passionnant et en fait, je suis entrée en contact avec la psychogénéalogie ou alors la psychogénéalogie est venue à moi, je sais pas, mais par Jodorowsky. Ouais, ouais. Donc son bouquin, une famille, un piège, un trésor, ou un truc comme ça. Et j'ai regardé ses films et en fait son univers m'a fasciné, façonné aussi, je pense aussi. Hein. Et, euh, et les actes de psychomagie aussi, tu vois, les actes rituels pour parfois reproduire, par exemple, des naissances ou des séparations, bref, remettre via l'acte rituel et symbolique parfois du sens ou de la guérison ou de nouvelles énergies par rapport à un événement qui s'est passé. Et bah là, il y a 2 jours, j'ai regardé enfin Le chemin de l'Olivier d'Héloïse. Et je suis tombée dessus par hasard, parce qu'en effet, je pense... Toi, t'avais pas posté quelque chose là-dessus, non? C'est pas toi qui avais posté ça sur... J'avais pas posté, non, Non? parce que je suis mitigée. D'accord, t'es mitigée. Ok, d'accord. Tu peux... Alors, d'accord. Tu peux nous dire... Alors, je vais donner le contexte d'abord de la série sur Netflix qui se passe en Turquie. Et en fait, c'est l'histoire de 3 amis dont une qui est malade et qui... est en rechute et en fait qui essaye de trouver un moyen pour se libérer et qui prend conscience par plein de choses que sa maladie pourrait être liée à des blessures émotionnelles qui sont pas pensées, on va dire ça comme ça. Donc elle va voir un mec, je sais pas où, dans une région C'est de la beau en plus. Turquie. C'est magnifique. Et cet homme-là, il facilite des constellations familiales. Donc, il y a aussi un acte rituel, en fait. C'est ça, Complètement. c'est psychologique, thérapeutique, rituel. Où en fait on prend des personnes dans un cercle qui vont représenter finalement des personnages dans ton histoire. Et je ne sais pas par quelle magie, bon, c'est pas de la magie, mais je suppose que la formation te permet ensuite d'être dans l'interprétation et de comprendre en fait ce qui s'est joué et donc de recréer des scènes avec des acteurs pour pouvoir dénouer des situations dans ta vie. Grosso modo. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu en as pensé, Hélène? Euh, Moi, je trouve qu'ils ont fait un pari audacieux quand même, parce qu'ils ont quand même parlé d'un sujet qui n'est pas un sujet. La psychogénéalogie, avant ce truc-là, moi, il y a personne qui m'en parlait, et quand je disais que je m'étais formée, on me disait ok, quoi. En fait, tu fais des recherches dans la généalogie? Ah non, pas du tout, tu vois. Donc, je trouve qu'ils ont fait un pari audacieux. Après, je pense que la constellation familiale, donc ce qu'il fait lui, c'est quand même très 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 particulier. Et, et en plus, la série, bon, on va pas y spoiler, tu vois, mais Non, pas de spoil. c'est... Je pense que pour ceux qui sont avisés, ça peut Initié, vraiment ouais. parler, tu vois. Et pour les gens qui sont réticents, je pense que ça amène encore plus de réticence, quoi. À Parce quel que niveau? par Ouais. exemple, et puis je trouve qu'il y a quelque chose qui est bien, parce que quand même ils le mettent en avant, des gens qui sont réfractaires à cette pratique-là. Ouais. Euh, Parce qu'en fait, c'est très très difficile hein, de s'orienter vers la psychogénéalogie. Tu sais, bon, moi je suis pas extrêmement active sur Insta parce que je trouve que c'est quelque chose qui se parle beaucoup en live et c'est pas quelque chose que je fais. Mais j'avais fait un post sur la loyauté et quel, quel gros morceau quoi. La Ouais. loyauté familiale est extrêmement importante et aller oser se confronter à ceux qui t'ont donné la vie, c'est quand même un sacré morceau, quoi. C'est un sacré morceau. Voilà, donc je trouve qu'ils ont cette série, elle est bien. Il y a des textes qui disent
moi qui m'ont bouleversée, hein, notamment à un moment donné où ils sont autour d'un olivier qu'ils sont en train de soigner et qui vont soigner les racines. J'en suis intimement convaincue. Moi, je vois des arbres qui s'arrêtent de vivre, en fait. Hein. J'ai des arbres où il n'y a pas d'héritier, où ça parle pas. Donc voilà, ça, je trouve que cette métaphore-là, pour faire comprendre les choses, est vraie. Après, moi, j'ai aucunement la prétention d'arriver à mettre des gens en situation, en constellation familiale, et de me dire, ok, il s'est passé ça à ce moment-là et tout ça. Moi, c'est pas quelque chose que je fais. Je trouve que c'est hyper puissant. Mais par contre, je connais pas, donc voilà, D'accord, ok. je m'aventure pas sur ce terrain-là, parce qu'effectivement, ouais, c'est vrai que quand tu regardes ça, tu te dis, mais c'est presque de la magie, en fait, ce qu'il fait le mec, quoi. Tu Ouais. vois. Pour moi, ouais, c'est ça. Ouais. Donc, moi, si tu veux, en fait, c'est ça. C'est là où je trouve que ce film, cette série dessert un peu la psychogénéalogie. C'est que pour moi, la psychogénéalogie, c'est du factuel. C'est du factuel. C'est-à-dire que moi, j'ai des arbres, j'ai des noms, j'ai des dates, j'ai des positions dans la famille et des récits de vie. Et quand je sens un nœud, parce qu'en fait c'est ça qui se passe, hein, il y a une énergie qui se passe entre la personne que j'accompagne, son arbre et moi, je vais trouver le nœud, je vais amener la personne à trouver le nœud, tu vois. Et là, je fais un acte symbolique pour nettoyer ses racines, pour redonner à l'autre la responsabilité qu'il a apportée lui-même. Je vais lui faire réécrire son projet sens, donc comment il est arrivé sur cette terre, sa naissance, sa relation, etc. Mais de là à mettre en scène, Ouais. je trouve que du coup c'est Mais c'est ouais. moins factuel, quoi. Voilà. En fait, j'ai l'impression que c'est deux choses enfin, c'est pas que c'est deux choses différentes, mais presque. C'est-à-dire que pour moi, il y a la psychogénéalogie, tu peux faire des constellations familiales. Enfin, pour moi, c'est, comment dire, c'est lié et c'est différent. Tu vois ce que je veux dire? C'est complémentaire. Parce que voilà, et merci, exactement, c'est ça le terme. C'est complémentaire parce qu'en fait, si tu veux faciliter des constellations, tu fais une formation pour cette facilitation, mais ça veut pas dire que tu vas faire de la psychogénéalogie comme toi tu l'as fait. Donc oui, c'est complémentaire. Et peut-être que après, bon, moi, je suis pas aussi initiée que toi à la psychogénéalogie. Et du coup, après cette série, je me suis dit, ok, je sens que j'ai envie d'expérimenter ça. Donc j'ai demandé à ma thérapeute si elle faisait des constellations familiales, et je me connecte sur Instagram. Et là, je tombe sur un post de, je sais pas si tu connais Balance ta peur. Non. Si, je crois que ça me dit quelque chose. Angelo, je sais plus son nom de famille. Je mettrai les infos dans la barre d'infos. Ouais. Et en fait, il dit constellation familiale, transgénérationnelle, etc. Et donc, en fait, manifestation. Donc, je vais faire une constellation familiale, là, le mois prochain avec lui. Oh, génial. Ouais, parce que... Why not? Déjà. Complètement. Et je pense qu'en plus, avec le travail qu'on va faire ensemble, complémentaire, quoi. Complètement complémentaire. Complètement complémentaire parce que je pense que, en fait, la seule façon qu'a notre cerveau de conscientiser les choses, c'est de passer à l'action. Réfléchir, c'est bien. Et c'est cool, tu vois, si t'as le temps de réfléchir et tout ça. Mais après, il faut que ton cerveau, il intègre ce qui s'est passé et l'information que tu as reçue. Et je pense que de mettre son corps en mouvement, ouais, je trouve que c'est incroyable. Ouais. Moi, j'avoue que la constellation, pour l'instant, je m'y suis pas aventurée parce que j'aime bien encore faire mes petits arbres. J'aime bien les voir poser sur mon tableau. Alors, juste précision quand on parle de l'arbre, parce qu'il y en a peut-être qui s'imaginent un arbre dans une forêt, même si ça peut être ça, mais là, tu parles des arbres, de l'arbre généalogique. Ouais, c'est un arbre généalogique que je crée sur un tableau. Mais même des fois, tu sais, des gens me parlent, mais tu sais, de façon informelle, tu vois. Et sur le mur, je vois l'arbre se dessiner. Bien sûr, bien sûr. Et je vois l'utilité de certaines problématiques. Et voilà, moi, j'ai besoin d'avoir un support visuel pour arriver à déceler les choses. Je suis très comment on dit ? Enfin, je suis très visuelle, tu vois. Donc, quand je vais voir des répétitions et tout ça, c'est ça qui va m'amener à dénouer.
Mais la constellation, ouais, j'avoue que quand j'ai vu le film, je me suis dit, wow, et il est fort quand même, non? Mais je suis pas, enfin voilà, je suis pas encore là-dedans. Ah. C'est quoi les sujets principaux qu'on aborde en psychogénéalogie, justement? Tu as parlé tout à l'heure de la loyauté, mais est-ce qu'il y a d'autres gros thèmes comme ça? Énormément la maladie, Ok. qui a une véritable fonction dans l'arbre. Euh... Ouais, en fait, moi je trouve qu'il y a beaucoup la maladie, la mort et les relations. Ouais. Mais en fait, si tu veux, non, en fait oui. Mais je pense que la plus grande chose qu'on aborde en psychogénéalogie, c'est la question de la place. Je pense qu'en fait, quand la personne arrive avec sa problématique, très souvent, j'ai l'impression que derrière, la question qu'il se pose, c'est en fait qui je suis, quoi. Ouais. Qui je suis et quelle est ma place. Et ça, c'est... Je trouve ça fort, en fait, d'avoir cette capacité-là à se dire, ok, je vais aller chercher ce qui m'appartient et ce qui m'appartient pas. Voilà. Et donc, ouais, non, la maladie, la mort et parfois le professionnel. Tu vois, voilà, par exemple, je sais pas, t'as une personne qui a de très très grandes capacités, mais qui n'arrive pas, tu vois, à aller demander une promotion, à aller se former pour aller à un stade plus haut. Non, mais tu vois, parfois ça arrive que tu montes son arbre et qu'en fait tu te rends compte que soit il y a une personne qui avait un poste très très élevé et qu'en fait tu dois pas aller déclasser cette personne-là, tu vois, ou soit une personne qui a fait un peu des ronds, qui avait un statut et qui a fait faillite. Et ça met tout le monde en difficulté après, tu vois, et ça c'est des trucs qui s'enquistent, qui bloquent. Ouais, après, la mort, les enfants morts-nés, tout ça, je trouve qu'il y en a quand même beaucoup. Ouais. Tu vois, par exemple, là, par rapport à problème de stérilité, de faire un enfant, d'avoir des difficultés à avoir un enfant, machin et tout, je ne dis pas que tout est dans la psychogénéalogie, hein, bien évidemment. Mais il peut y avoir de ça, tu vois. De toute façon, je pense que la psychogénéalogie, comme tous les outils qu'on a à notre disposition maintenant, en fait, c'est pas c'est pas la solution, tu vois. Ouais. Pour moi, c'est plein de choses qui s'embriquent, qui fait qu'en fait on arrive à évoluer, voilà, dans notre vie de tous les jours. Et c'est pas une finalité, tu vois, la psychogénéalogie. C'est un outil supplémentaire pour reposer les fondations. Ouais, c'est une grille de lecture, quoi. Exactement. Mais c'est comme l'enfant intérieur, c'est une grille de lecture. Et en fait, pour un même sujet, tu peux venir le regarder sous des angles différents et avoir une vision un peu plus vraie, ou en tout cas plus complète de qui tu es. En tout cas, ouais, vraiment avec un regard... C'est marrant parce que j'utilisais ça quand j'étais éduque, mais c'est un regard pluridisciplinaire sur la situation. Tu vois, c'est ça en fait, clairement. C'est exactement ça. Ouais. Et ouais, moi j'aimerais trop, tu vois, animer des ateliers avec plein de corps de travail différents, tu vois. La kinésiologie, c'est waouh, un truc de fou. Toi, avec l'enfant intérieur, un truc de fou, tu vois. Enfin, moi je sais que quand je suis montée faire le cercle avec toi, Eka, wow, tu vois, c'est ok, je travaille sur moi depuis 15 ans, comment ça se fait que là, il y a un truc comme ça, elle l'appuie, ça lâche, ok, tu vois, parce qu'en fait, il y a toujours quelque chose, tu vois, on est tellement un être complexe, t'imagines tout ce qui fait ce qu'on est, waouh, c'est incroyable. Et donc, tu sais, il y a aussi une partie, c'est que en fait les émotions, quand tu connectes avec ton enfant intérieur de manière générale et que tu dis ok, je vais retourner à une dimension un peu plus émotionnelle de ma personne et j'ai envie de me libérer surtout des poids qui m'empêchent de m'élever. Du coup, parfois t'as l'impression que c'est genre oh, j'appuie sur un bouton, c'est bon, ah ça je l'ai réglé. Mais non en fait, parce qu'il y a tellement de dimensions, c'est comme si t'avais des petites grottes caché, à chaque fois tu dis ah là il y a aussi une grotte, ok, ah j'avais pas capté que ça avait créé ça aussi, hop tu libères, hop encore. Donc en fait au bout d'un moment, même si je suis toujours surprise, je me dis putain mais il y a encore ça, ah mais ça c'est ok, encore une émotion, ok,
d'accord, et tu lâches, tu vois. C'est Et ça. de faire différentes activités dans ce sens-là, je pense que ça participe à cette libération à chaque fois sous des dimensions différentes. Totalement. Donc, Totalement. euh, donc c'est magique, c'est magique. Donc du coup, la petite fille parfaite, Ouais, la petite fille effectivement. parfaite, hypersensible. Ah ouais. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça fait du coup? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont coincés dans cette identité-là de perfection qui n'est qu'une illusion d'ailleurs. Qu'est-ce que ça fait d'être dans ça en fait ou d'évoluer dans ça? Comment est-ce que ça t'a impacté toi? Alors moi, je pense que j'ai euh, très très bien réussi à maintenir le cap jusqu'à mes 8 ans, à peu près. Ok. Après, ça a été... C'est parti en live. Après, ça a d'abord impacté la scolarité. D'accord. Après, ça a impacté les relations, on va dire. Hmm. Euh, et après, ça m'a impacté moi, en fait. Parce que du coup, Hmm. ouais, c'est chaud quand même. Enfin, tu vois, t'es la petite fille parfaite. Moi, ma mère, elle me racontait que quand j'étais petite, les gens s'arrêtaient sur moi dans la rue en me disant mais qu'est-ce qu'elle est belle, on dirait une poupée, machin. Hmm. Euh, à, euh, à une petite fille qui grossit beaucoup d'un coup pour se cacher, Hmm. qui devient un garçon manqué, euh, mais qui du coup ne comprend plus en fait. Avant on m'adorait, on m'adulait, j'étais trop ça, trop ci et tout. Et après j'arrivais plus à être, enfin, j'avais plus les mêmes interactions avec les gens, tu vois. Donc je pense que c'était difficile. Euh, C'était extrêmement difficile d'être la petite dernière de la famille parce que du coup, Hmm. moi mes sœurs c'était waouh, tu vois. Mes deux sœurs, mais celle qui est encore au-dessus, ouais, tu vois, c'était mon modèle quoi. Hmm. Et, euh, et du coup, ouais, c'était. Moi, je voulais être avec elle, tu vois. Mais quand j'avais 5 ans, elle en avait 16, tu vois. Ouais. On n'est pas sur les mêmes trucs, quoi. Donc non, je pense que d'être dans un truc de petite fille parfaite qui va servir à, à faire du bien à ses parents, à sa famille, à finalement à participer, entre guillemets, à la mascarade de la perfection. Je pense que Hmm. c'est très très difficile et c'est surtout que quand le château de cartes s'effondre, toi tu t'effondres avec et tu te dis waouh, en fait du coup je suis qui? Hmm. Et c'est là en fait où toutes les années où j'ai passé à travailler sur moi et là depuis que je suis repartie là, en Afrique en octobre où je me suis dit mais en fait la petite fille là qui est à l'intérieur de toi que tu te rappelles, en fait c'est vraiment elle. Elle faisait pas partie, tu vois, la petite fille avant ce truc-là, des petites poupées, petites blondes, machin. La petite fille donc, que tu vois être seule en disant, moi, quand je serai grande, je serai Mère Teresa et tout ça. Qui est vraiment, voilà. Ben, je me dis, en fait, cette petite fille-là, elle était là. T'as participé à cette mascarade, entre guillemets, de perfection. Ça t'a fait un peu t'éloigner de ton chemin. Mais finalement, maintenant que tu es dans la dynamique de te reconnecter à ta petite fille, en fait, elle est là, quoi. Donc, ouais, non, c'est... Est-ce que tu t'es vraiment éloigné de ton chemin ou t'es juste allé prendre les outils dont tu avais besoin pour pouvoir ensuite mieux comprendre? Parce que parfois on a l'impression qu'on s'en éloigne, mais est-ce que c'est pas juste qu'on n'a pas la bonne vision de ce à quoi devrait ressembler le chemin? Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on se dit, Complètement. on se dit s'éloigner, mais en fait, ça c'est selon notre conception humaine mais qui a dit que c'était ce chemin-là? Tu vois? Complètement. Euh, En fait, je parle d'éloignement parce que je pense qu'en fait, mes parents et ma famille ont œuvré à avoir une vie entre guillemets un peu tranquille, tu vois. Hmm. Et là, il y a peu de temps, mon père il m'a dit un truc qui, je me suis dit, en fait, en fait, ouais, c'est ce qui s'est passé quoi. Il me dit, mais tu as pas eu une enfance facile.
Alors que moi, avec mon regard d'adulte sur ce qu'on me disait quand j'étais enfant, on nous appelait la petite famille de la petite maison dans la prairie, tu vois ce que je veux dire? D'accord. Et du coup, je me dis, ouais, non, en fait, oui, c'était pas facile. Euh, du coup, dans tout ce mouvement-là de remue-ménage, j'ai été prise dans la machine à laver, tu vois. Hmm. Mais n'empêche que l'intelligence émotionnelle que j'avais petite, je l'ai gardée. Même si Hmm. des fois j'ai ramé pour aller la récupérer, tu vois, mais je l'ai Ouais. gardée et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, je suis encore plus sûre que petite du chemin que j'emprunte en fait. Hmm. Mais oui, je pense que des fois, t'as l'impression de t'écarter de ton chemin, euh, mais ça fait écho à ce que je t'ai dit par rapport à qui je suis maintenant. Euh, Toutes les Hélènes qui ont été, ça m'amène à la Hélène que je suis maintenant. Donc en Ouais. fait, j'ai aucun regret sur mes choix, sur mes chemins, sur ma vie, sur mes rencontres, sur voilà. Ouais. Je, je sais que c'était le chemin que je devais emprunter et que Bien si je sûr. l'ai emprunté, c'est que je suis solide en fait. Donc ok. Hmm. We love that. Non, et puis c'est ça, c'est tu peux pas t'aimer toi si tu n'aimes pas le chemin par lequel t'es passé pour arriver jusque-là. Exactement. Donc c'est repartir en arrière, regarder toutes les versions, rebrousser chemin et dire ok, ah toi tes versions, ah t'es allongé au sol en boule fœtus, très Ouais, bien, allez, comment ça va, allez on y va. Une fois que tu l'as ramassé, elle, vous partez toutes les deux vers la version d'après, etc. exactement. pour ensuite relever tout le monde quoi. Mais ce que je trouve puissant, c'est quand en fait un adulte vient valider Ah la ouais. perception d'une enfant qui peut-être pendant très longtemps s'est sentie en dissonance par rapport à ce qu'elle percevait et par rapport à la réalité qu'elle vivait, tu vois. Ça a dû être assez fort pour ta petite fille d'entendre ton père te valider le fait que ouais, c'était un peu chaud en fait. Complètement. Complètement parce que en fait, je pense que moi j'étais dans une famille qui était extrêmement mutique. Et moi je suis quelqu'un, et d'ailleurs je me suis rendu compte du coup avec ma fille, qui, euh, qui parfois a du mal, tu vois, à verbaliser voilà, les choses et tout ça. Et puis avec les outils que j'ai développés, enfin que j'ai à ma disposition. Du coup, je parle de plus en plus, tu vois, même avec ma fille, on fait des fois des jeux avec des cartes, avec un espèce d'oracle pour enfants, tu vois, pour libérer la Mmh. parole et tout. Et, euh, et le fait que je sois en quête de sens, euh, ça a mis du sens en fait, mais autour de moi. J'ai une de mes Mmh. sœurs qui est en quête de sens aussi, tu vois, de son côté. Mon père, je suis venue lui poser des questions, ma grand-mère aussi, tu vois, et quand mon père me dit ça en me disant mais oui, en fait, t'as pas eu une enfance facile, je me dis, en fait, à ce moment-là, j'avais pas les mots, j'avais pas les outils. Et donc, en fait, j'ai Mmh. été cette adolescente, franchement, on peut le dire, hein, j'ai été terrible. Hein. Ah, Mmh. j'étais chaude, hein. Mais, mais, ah ouais, non, franchement, ouais. Bon, j'espère que ma fille, elle sera pas comme ça, tu vois. Parce que, parce qu'à un moment Karma donné, is a bitch. c'était mon seul moyen d'expression, tu vois. Et en fait, je me dis, lui, il était pris, en fait, par le tourbillon que sa propre vie était en train de subir. Et en fait, à Mmh. un moment donné, euh, il m'a pas aidé euh, ni à gérer mes émotions, ni à gérer les traumatismes qui étaient en train de se dérouler dans ma vie. Mais par contre, il le savait, quoi. Il savait que c'était dur. Mmh. Et en fait, c'est fou parce que même, tu vois, maintenant que je te le dis, quand il m'a dit ça, j'ai eu l'impression que déjà d'une, il légitimait le fait que ça a été dur, Ouais. et de deux, qu'il légitimait le fait que il avait tellement confiance en mes capacités qu'il m'a laissé gérer, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. C'est qu'en fait, je me dis, tu t'es toujours plaint en fait d'avoir été seule dans cette épreuve de ta vie qui a été très très compliquée. Ouais, mais en fait, tu t'en es sorti quoi. Et en fait, tu t'en es sorti parce Mmh. que les gens ils savaient que t'allais t'en sortir. Tu vois. Et ouais, donc du coup, quand il m'a dit ça, c'est ce qui s'est passé. Mais je crois que ce qui est le plus important, c'est que moi, en tant qu'adulte, je légitime les traumatismes et l'hypervigilance de ma petite fille intérieure. Quoi. Ouais. Et ça, ouais, ça c'est Tu peux ouf. nous parler un peu de d'hypervigilance? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, si tu veux, un enfant, si tu ne lui expliques pas les choses,
il s'imagine et il a déjà très très tôt cette capacité en fait à, tu vois, Ouais, à se faire un scénario, etc. Et quand le parent ou les parents, mais bon, le parent référent entre guillemets, ne met pas de mots, ne met pas de sens sur ce qui est en train de se passer, l'enfant ressent en fait le poids, l'espèce de brouillard qu'il y a, tu vois, autour de ce qui se passe. Et ça crée en lui une hypervigilance mais qu'est-ce qui se passe? Je suis en insécurité, on m'apporte pas de réflexion, on m'apporte pas de réponse. Donc il faut que je sois sur le qui-vive. C'est presque l'hypervigilance. Pour moi, après je suis pas psychologue et j'ai pas le concept, tu vois. Mais pour moi, l'hypervigilance, c'est un instinct de survie qui est surdéveloppé, quoi. Ouais. Voilà. Donc du coup, ton système nerveux est toujours activé et ce qui veut dire donc que tu peux pas être dans la communication, la création, le jeu, l'imagination, etc. parce que tu es en mode survie. Il faut que... Ok, d'accord. Exactement. Et c'est fou parce que bon, au-delà de la psychogénéalogie, je suis très numérologie, astrologie et tout ça. Moi, j'ai tous les signaux sur tout ce qui est sens artistique et communication, tu vois. Et je pense que mon hypervigilance et mon instinct de survie décuplé, j'ai pas encore, je vais y arriver, hein, je le sais, mais j'ai pas encore eu ce truc-là d'aller explorer tout mon côté artistique parce que je suis encore en hypervigilance, tu vois. Et ça va de mieux en mieux, quoi. Ça va de mieux en mieux. Quand je suis partie en Afrique, je me suis dit qu'en fait, peu importe où j'étais sur cette terre, j'étais en moi. Et en fait, la sécurité, elle est en moi. Donc en fait, aucun problème, tu vois. Celle-ci, là, elle est... Quand tu captes ça, en fait, finalement, ta elle maison, elle est en toi. Ça change tout, en fait. Ça change tout parce que déjà, ça te permet de prendre tes responsabilités. Ouais. Et de te dire que, en fait, tu es d'accord ou pas d'accord avec ce qui se passe. Mais en tout cas, tu prends ta responsabilité. Et en plus, ça te permet à un moment donné de te dire, ok, t'as été créé comme ça. On t'a donné ce programme-là d'hypervigilance. Donc ça, en fait, Hélène, tu l'enlèveras pas, ton hypervigilance. Tu le sauras. Par contre, donne-toi la possibilité de sortir de ta zone de confort. Parce que maintenant, tu te tiens la main. Et ça, waouh, c'est incroyable. Waouh. Et ça, c'est hyper fort, je trouve. C'est hyper fort. De quoi est-ce qu'elle a besoin, la petite Hélène, que tu lui donnes pas suffisamment en ce moment? Wow. Je pense je sais pas si c'est de lâcher prise. Alors, c'est pas exactement le bon mot, mais ouais, tu sais, te dire, c'est bon en fait. Vas-y, sors, fais la fête, voilà. Amuse-toi, profite. En fait, tu sais déjà ce que c'est le pire. Et tu sais pas si ça va réarriver. On sait pas, en fait. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on a tu vis, tu respires, tu manges, t'es en vie, tu peux bouger. Vas-y, en fait, bouge. Et c'est ça, en fait, que je lui donne pas assez, c'est ce truc-là de pas d'authenticité, mais tu vois, quand je vois ma fille qui rentre de l'école et qui me dit attends, je reviens, et puis en fait elle a décidé d'aller dans sa chambre, d'enfiler sa robe de princesse et de défiler dans la maison. Je me dis ouais, en fait, mais ouais, en fait voilà, laisse-la s'exprimer, vas-y, laisse-la être la petite fille qu'elle a vu, qu'elle aimerait être, en fait, parce que t'as pas eu cette chance-là, en fait, t'as été brimée. Donc vas-y, fais-le maintenant, n'aie plus peur. Voilà, c'est ça dont j'ai besoin. Donc peut-être je vais rentrer chez moi, je vais me mettre une... Et c'est exactement ça que j'allais te dire, c'est que en fait les enfants sont nos plus grands enseignants, et que quand ta petite fille elle fait ça, c'est aussi une invitation pour toi d'aller mettre ta tenue de princesse version Hélène Grande et d'aller danser au bal avec elle.
C'est clair. Tu vois, de la regarder, Ouais. c'est cool de la laisser s'exprimer, c'est super. Et je pense que le step d'après, c'est aussi d'aller mettre ton déguisement, en fait, et Ouais. d'aller danser avec Ouais, elle. ouais, ouais. Ah ouais, franchement, c'est clair. Et en plus, je suis sûre que je m'éclaterai, tu vois. Mais bien sûr, mais bien sûr, Mm. bien sûr. Ouais, j'adore. On arrive déjà à la fin de ce podcast, Hélène. Ouais. C'est passé vite. J'ai encore quelques questions pour toi. Si ton enfance était un plat, qu'est-ce que ça serait? Une escalope à la crème. Mmh. Ce qui est fou parce que je suis végétarienne, tu vois. Mais, mais c'est la saveur de mon enfance. D'accord. Ouais, Ok. c'est le côté normand de ma mère qui était la seule chose qu'elle savait faire en fait. Une Mmh. escalope à la crème. Mm. Mmh. Ok. Si ton enfance était une chanson, qu'est-ce que ça serait? Lettre à Élise, qui est une berceuse qu'on met souvent aux enfants et que moi j'avais quand j'étais petite. Mmh. Et, et elle représente bien en fait toute l'unité de ma dualité. Parce qu'en fait, elle me faisait autant de mal qu'elle me faisait du bien cette chanson. Tu vois, en fonction du mood dans lequel j'étais. Et tous les soirs, on me la mettait quoi. Et des fois, elle était hyper rassurante. Et des fois, elle était hyper insécurisante. Donc ouais, lettre à Élise. Wow. Ok. Et si tu devais mettre un titre à ton enfance, qu'est-ce que ça serait? Oh là là. Ah, c'est chaud ça. C'est chaud ça? Ok, ça marche. Oh là là, qu'est-ce que ça serait? L'illusion. Mm. Ouais. Ouais, ce serait l'illusion, je pense. Dernière question. Qu'est-ce que tu conseillerais à des personnes qui se sont reconnues en toi et qui aimeraient reconnecter avec leur enfant intérieur ou avec leur arbre généalogique, mais qui ne savent pas par quoi commencer parce qu'ils ont peur? Parce qu'ils ont peur. Ah, purée, tu me poses cette question à la fin du podcast. Quelle vaste question, quelle a peur. Je dirais que en fait, on a tous notre place sur cette terre, qu'on est tous intrinsèquement liés et que on a tous le droit à prendre sa place. Et que quand on sent qu'il y a quelque chose qui bloque, avoir le courage de sortir de sa zone de confort et d'aller au-delà, c'est une très très grande richesse. Parce qu'en fait, je pense que ça peut apporter que quelque chose de fort. Je pense que travailler sur l'enfant intérieur avec toi, c'est quand même magique parce que c'est des choses auxquelles on ne penserait pas en fait en temps normal, quoi. Voilà, moi j'ai fait un exercice avec toi où je me dis ok, ouais, en fait, ces choses-là me seraient pas venues à l'esprit et travailler son enfant intérieur avec quelqu'un qui est compétent, je pense que c'est très très fort. Pour la psychogénéalogie, je pense que c'est de se dire il faut trouver, on a besoin de trouver sa place et on a besoin de trouver sa place dans une organisation et que faire la psychogénéalogie, ça permet vraiment de reprendre sa place, quoi. Et que ouais, si les gens sont OK avec ça, avec le fait de ne pas trahir leur loyauté envers leur famille, mais surtout leur propre loyauté qu'ils ont avec eux-mêmes, ouais, qu'ils y aillent, quoi. Qu'ils y aillent. Qu'ils trouvent la personne, qu'ils trouvent le thérapeute, qu'ils en essayent un ou deux ou trois, parce que parfois ça matche pas, tu vois. Il y a une grande part d'énergie quand même dans la façon dont on a de rencontrer les gens. Des fois, il y a des choses, ça s'explique pas, tu vois. Même entre enfants. Donc voilà. Et se dire, ok, c'est pas parce que tu es pas arrivé avec cette personne-là que en fait ça marchera pas. Et puis en fait, peut-être qu'avec cette personne-là, ça va matcher pendant 3 séances, et puis ça matchera plus. Voilà. Se laisser la possibilité de se dire qu'en fait, le plus important, c'est soi. Super. Voilà. Travaille sur toi pour te faire du bien à toi. Voilà, c'est ce que je dirais. Merci infiniment Hélène pour Merci tout, pour ta à toi. douceur, pour ta beauté, pour ta sensibilité. C'est vraiment un plaisir de t'avoir dans mon orbite maintenant et je sais que du coup on va être amené à faire de belles et jolies choses ensemble. Si jamais tu as envie de
d'explorer le monde passionnant de ton arbre généalogique via la psychogénéalogie avec Hélène, et bien évidemment, je mettrai toutes les informations dans la barre d'infos. Je mettrai également le lien vers la série Netflix Le chemin de l'Olivier. Et puis, bien évidemment, on se retrouve toujours la semaine prochaine pour un prochain épisode, toujours avec des gens incroyables qui nous racontent à la fois leur vie, mais également leur expérience et leur expertise. On en a besoin parce qu'on est, comme on l'a dit, multidimensionnel, on est pluridisciplinaire, on est tout ça, on est complexe. Et donc, du coup, parfois, on a besoin d'entendre plein d'histoires pour pouvoir donner ou commencer à donner un petit peu de sens à la nôtre. Donc, merci infiniment à toi, à ton enfant intérieur. Et on se dit à la semaine prochaine. Salut! Merci d'avoir écouté le podcast Vibe avec ton enfant intérieur. N'hésite pas à commenter, liker et noter. Et bien évidemment, si tu penses que ce podcast peut être utile à quelqu'un que tu connais et qui t'est proche, n'hésite pas à le partager avec lui ou avec elle. La musique a été créée par ma sœur DJ Sound Designer Clémy. Le podcast est produit par mes soins, Valérie Djoumessi, et par mon entreprise Vibe